vous retrouver pour ce webinaire où en fait on va explorer les différentes étapes qu'on peut traverser quand on a un rêve qu'on aimerait vraiment réaliser, mais on ne sait pas trop si on va oser ou pas. Donc pour ce webinaire, moi je vous invite vraiment à prendre, pour ceux qui sont de la vieille école, un stylo et un papier. Pour ceux qui sont modernes, une tablette, un smartphone, ou là où vous avez l'habitude de noter, parce qu'en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va explorer pour vous aussi individuellement le rêve que vous aimeriez accomplir. Ou peut-être, vous avez déjà accompli un rêve. Et moi, je vous invite à identifier comment vous y êtes pris pour le réaliser, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place qui peuvent aussi vous servir pour des rêves à venir. Donc, pendant que vous naviguez sur vos rêves, moi, je vais vous raconter effectivement, comme l'a dit Camille, comment je m'y suis prise pour faire de la voile alors que j'ai le mal de mer et finalement acheter un voilier alors que j'ai été malade sur toutes les mers où j'ai navigué. Donc, soyez prêts, on est parti. Donc ça, c'est un peu notre cartographie pour ce soir. Donc voilà les étapes qu'on va explorer ensemble. On va définir votre île. Votre île, c'est votre rêve à atteindre. Ensuite, on va passer aux freins. Les freins, c'est tout ce qui vous retient, qui font que vous n'osez pas vous lancer, qui sont représentés par l'encre sur le dessin. Puis ensuite, on va regarder l'étape 3. L'étape 3, c'est le déclic. Le jour où vous décidez, vous savez quoi, j'embarque pour mon île, je largue les amarres, tant pis, quoi qu'il se passe, c'est parti. Et on va après passer à l'étape des vents porteurs, c'est les personnes, l'environnement, les vents favorables qui vous aident à atteindre votre île. Et enfin, on regardera, représenté par les récifs, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour composer avec les embûches qui se mettront sur votre chemin lorsqu'enfin, ça y est, vous serez parti vers votre île. Alors, je vous invite tout de suite à définir votre île. Et donc, c'est quoi une île? Ben, l'île, c'est quelque chose que vous désirez profondément. C'est un grand défi, un challenge que vous voulez relever. C'est pas juste une réussite du style, voilà, ouais, super, je vais passer mon permis. Le permis, c'est important, mais là, c'est quelque chose, vraiment, c'est une aspiration. C'est quelque chose, si vous voulez, qui vous touche profondément. Donc, pour vous aider à identifier votre île, vous pouvez vous demander, ben, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez vivre? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous anime? Quel projet vraiment vous rend enthousiaste? Qui réveille l'appel de l'aventure où votre cœur, il va battre un peu plus fort que d'habitude. Quelque chose où vous dites « Waouh, si jamais je faisais ça, truc de fou ». Et vous vous dites aussi « Ouais, mais justement, truc de fou, quoi, ça va pas être gagné ». Donc, posez-vous et dites-vous « Ouais, finalement, c'est quoi le rêve que j'aimerais accomplir ?» Et donc, pour moi, on en a parlé dans l'intro. Pour moi, mon rêve, c'était de traverser l'Atlantique en solitaire. C'était sortir d'un monde connu et d'un cadre établi. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Quand j'étais en classe de troisième en art plastique, notre prof d'art plastique nous avait dit, voilà, dessinez votre maison idéale. Moi, je m'étais un peu retrouvée coincée, donc j'avais 14-15 ans. Je me suis dit, ma maison idéale, je ne vois pas. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que je voulais dessiner un voilier. Et j'ai pas osé dessiner ce voilier. Je me suis dit: «Non, mais le prof, il a demandé, une maison». Donc j'avais des copains qui faisaient des apparts, des super baraques, des piscines, enfin des trucs grandioses, des maisons de schtroumpfs, des maisons en champignons. Et moi, j'étais là avec mon pauvre voilier en tête et je me disais: «Ouais, non, mais je vais pas faire un voilier, quoi». Et là, j'ai une copine qui me dit: «Mais attends Sarah, tu as qu'à te mettre avec moi parce qu'on a le droit d'être en binôme. Je fais une cabane sur la plage, il y a la mer, le voilier, là, il y a la mer. Tiens, vas-y, comme ça, tu me dessines les vagues». Donc moi, j'ai pris la feuille, j'ai dessiné les vagues pendant qu'elle, elle faisait sa cabane. Et donc vous, voilà, pensez à quelque chose que vous voulez vraiment faire ou que vous vouliez vraiment faire. Et au cours de ce voyage, je vais vous inviter à identifier ce qui s'est passé pour vous en chemin. Donc moi, je suis au collège. C'est bon, j'ai 14-15 ans. Mon rêve, j'ai mis le doigt dessus, c'est traverser l'Atlantique en solitaire. Et tout de suite, une fois que j'ai mis le doigt dessus, un truc qui vraiment, vraiment m'enthousiasme, hein,
eh ben, me viennent en tête tous les freins que j'ai. Donc les freins, c'est représenté par l'encre, c'est finalement tout ce qui va vous retenir de vous lancer, d'oser essayer. Vous avez des freins internes et des freins externes. Et les freins, en fait, ça ressemble un peu à ça. Vous avez votre île au loin, mais vraiment vous n'envisagez, je vais y arriver, hein. Vous voyez, même moi j'ai du mal là, en parlant des freins et de l'île perdue dans la mélasse. Vous n'envisagez pas que ce soit possible un jour de l'atteindre. En fait, vous êtes en totale inertie vis-à-vis de ce rêve, vis-à-vis de votre projet. C'est un projet qui vraiment vous ferait plaisir et vous rendirez fier de vous, mais vous le classez finalement, vous le mettez dans le coffre des rêves inachevés. Allez, ouais, si vraiment un jour j'ai le temps, peut-être que je le ferai. Ouais, mais d'abord, faut que je finisse faut que je trouve un job, faut que je finisse mes études, faut que je m'installe dans la vie, voilà, je ferai plus tard, quoi. Une fois que j'ai fait aussi tout ce qu'on a attendu de moi, peut-être. Toutes ces choses que vous vous dites et qui fait que vous repoussez votre île, bah, c'est ce qui fait que votre île, bah, elle reste dans la mélasse, elle reste perdue dans la brume, et vous avancez pas. Donc pour vous, qu'est-ce que vous arrivez à identifier sur le chemin de votre île? Quels sont vos freins internes? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de larguer les amarres? Des freins qui vous empêchent de vous mettre en mouvement, qui sont en vous et qui dépendent de vous. Voilà. Pour moi, clairement, pour ma part, hein, donc mon île, c'est traverser l'Atlantique en solitaire. Mes freins internes, c'était, bah, alors Sarah, déjà, tu vas te calmer. Tu as 14-15 ans, tu n'es pas majeur, tu ne sais pas naviguer, tu n'es jamais monté sur un voilier, laisse tomber, c'est pas pour toi. Je ne suis pas non plus d'une famille de marins, j'habite même pas à côté de la mer. Enfin, vous voyez, puis alors après, qu'est-ce que vont dire les autres? On va se moquer de moi, quoi. Et puis, vous avez les freins externes. Les freins externes, c'est l'environnement dans lequel vous êtes, votre entourage, votre environnement familial. Ça peut être, selon où vous en êtes dans la vie, votre environnement professionnel. Voilà. Pour moi, ben, mes freins externes, c'était également l'entourage. Mais ça, c'est pas réaliste. Attends, mais tu sais pas naviguer, tu vois, laisse tomber, quoi. Alors, je me suis dit, ben, il y a peut-être des rêves qui sont trop grands pour moi et qu'il faut que je lâche l'affaire. Donc, mon île qui était dans la brume, et ben, en fait, je l'ai dégagée du paysage. J'ai fait: «Allez, c'est bon, laisse tomber, on range ce rêve-là et je passe à autre chose, je change d'image, je dégage mon île». N'empêche un rêve auquel on tient vraiment et qui est sincère, heu, qui vous fait rêver, ben, c'est quand même un projet qui vous motive, quoi, et qui va, en fait, dormir pendant un petit moment en vous, et qui un jour, ben, en fait, il va sortir du brouillard, ça va se lever et votre île, elle va vous revenir en pleine poire. Et c'est ce que j'appelle le déclic. Le déclic, c'est le moment où ça vous prend. D'un coup, vous envisagez que votre île peut devenir possible. Elle peut devenir une réalité et pas rester au rêve, au coffre des rêves inachevés. Et vous vous dites: «Oh purée, mais attends, c'est quoi? Si je le faisais, quoi?» Et dans votre voyage vers votre île, c'est représenté par un soleil. Donc là, il se passe quelque chose, vous sautez le pas, vous osez embarquer pour votre île, vous osez larguer les amarres. On vient de voir vos freins. À l'inverse des freins qui vous retiennent dans le brouillard, qu'est-ce qui fait pour vous que sur un coup de tête, dans un bon jour, vous allez vous dire: «Ben ouais, mon île, je vais essayer de la rendre possible». Qu'est-ce qui pour vous vraiment, vous voyez, vous donnerait ce déclic-là? Et vous dire: «Oh, ouais, en fait, je vais peut-être l'envisager comme quoi c'est possible. Ouais, on va le tenter». Pour ma part, en fait, le déclic, c'est venu, où j'étais avec une pote, dans le métro et on est passé devant une affiche qui faisait, la pub pour justement une course amateur, en voile et ma pote qui me dit: «Ah ben tiens Sarah, ça c'est bien un truc qui pourrait te plaire». Et donc là, moi direct les freins tombent, bah oui, mais enfin regarde, la pub elle est super mal faite, l'affiche. Il y a même pas le lien où on peut s'inscrire, comme candidat à la course. Réponse de ma pote, assez, voilà, qui tombe: «Et Sarah, tu pourrais peut-être, juste tout simplement faire une recherche sur internet et là tu trouves le lien et tu t'inscris». Je fais: «Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux». Puis bon, on a pris le métro et je suis passée à autre chose. Et quelque temps après, je suis allée chez des amis à Southampton,
Là, pareil, ils me disent: «Ah Sarah, on a pensé à toi le week-end dernier. On a été à l'arrivée d'une transat. Les gars, c'était que des amateurs, ils étaient super contents d'arriver, ils se sont éclatés et je me suis dit que c'est un truc qui pourrait, franchement te botter. Donc tu sais quoi Sarah, je t'ai pris la doc, avec le dossier d'inscription, tout ça, tiens, c'est là, bim, tu pourras regarder ça ce soir». Et bien sûr, c'était la même course qu'on avait vue, quelque temps plus tôt, dans le métro. Donc là, bah, en fait, voilà, chemin faisant, je me suis dit: «Ouais Sarah, tu sais, à un moment, voilà, je voulais traverser l'Atlantique en solitaire». C'est vrai que j'avais pas envisagé de le faire, en équipage. Là, pour le coup, c'était une transat en équipage et je me suis dit: «Bah, ouais, OK, peut-être que cette course-là, je vais la faire parce que, ben, on sait jamais, si vraiment un jour je traversais l'Atlantique en solitaire, en fait, ça pourrait être pas mal que je sache naviguer et cette course me donnerait l'opportunité, de faire un peu une transat d'essai comme ça, voilà, j'apprendrai pas toute seule, quoi. Puis ça pourrait me servir, hein». Et là, en fait, c'est comme ça que moi, je me suis lancée, dans cette transat. Donc on partait en fait, d'ouest en est. Donc on partait, de la côte des États-Unis et on arrivait, jusqu'à Derry. Et ça, c'est moi, au départ, en fait, de la transat, en plein cœur de New York. Et franchement, si on m'avait dit un jour que, je serais au départ d'une transat, j'aurais dit: «Mouais, mouais, il y a des chances», mais alors qu'on m'aurait dit que ce serait en plein cœur de New York, j'aurais pas cru la personne, quoi. Et la transat a duré donc 17 jours et je peux vous confirmer, hein, que j'avais bien le mal de mer, hein, déjà. Donc ça, c'est moi, ça, c'est mon déclic. Si on revient à vous, pour vous, qu'est-ce qui pourrait être votre déclic? Qu'est-ce qui pourrait faire que un jour, vous vous dites: «Ouais, allez, tu sais quoi, mon île, je vais la tenter, je vais essayer». On ne dit pas que votre déclic, c'est: «Je vais réussir». On dit que d'un coup, votre île, ben, vous la sortez un peu du coffre des rêves, à oublier et vous dites: «Ouais, je vais peut-être, quand même essayer». Et en fait, une fois passé cette étape, ben, vous avez une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Et cette nouvelle voie, c'est la voie des vents porteurs. Donc les vents porteurs, ce sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour vous lancer vers votre île. Et moi, à cette étape, donc on a défini votre île, vous avez défini vos freins, vous avez un peu identifié qu'est-ce qui pourrait vous donner comme votre déclic. Et à cette étape, moi, je vous invite à identifier quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Quelles sont les forces qui peuvent vous pousser? Alors bien sûr, hein, ça peut être un événement qui fait que vous vous dites: «Bah, en fait, maintenant, j'ai plus de temps à perdre». Ça peut aussi être un événement qui est vu comme une opportunité. Clairement, pour moi, cette transat amateur, c'était une opportunité pour commencer à apprendre à naviguer. Comme ça, le jour où je décide de partir en solitaire, bah, je saurais naviguer et je me suis dit que ça pouvait, effectivement, techniquement, pas être trop mal, quoi. Donc réfléchissez, ouais, quelles peuvent être les forces qui vous poussent? Peut-être c'est les personnes, des personnes qui vous soutiennent dans votre projet. Ça peut aussi être des mentors. Peut-être c'est les personnes, qui vous inspirent, présentes ou passées. Qui sont vos héros? Toujours pareil, moi je vous invite à noter. Peut-être d'ailleurs je vais un peu vite pour que vous notiez. Voilà, dites-vous: «Ouais, sur qui je pourrais m'appuyer pour atteindre mon niveau?» Pour moi, en fait, pour moi, ouais, les vents porteurs, c'était pardon, hop là, excusez-moi. Les vents porteurs, c'était, ah bah, voilà, décidément, je vais pas du tout dans le bon sens, hein, excusez-moi. Voilà, on était là. Les vents porteurs, excusez-moi, pour moi, c'était, lors de la première transat, en fait, j'ai eu énormément de soutien de mes proches et je peux vous garantir que quand j'ai eu le mal de mer, c'est à eux que je pensais.
Ensuite, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à partir du moment où j'ai eu mon déclic, où j'ai envisagé mon île, eh ben, je me suis formée à la voile. Et je suis partie en expédition au Groenland et au cercle arctique. Et vous m'auriez dit, ouais, Sarah, un jour, tu vas naviguer au milieu des glaces. Franchement, mais j'aurais jamais cru la personne. J'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. Et là, effectivement, c'est une photo qui est prise, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où vous envisagez votre rêve, vous envisagez votre île, et ben, quand on ose ouvrir la porte de ses rêves, il y a plein de choses qui peuvent arriver et tout peut arriver, y compris des trucs de fou, quoi. Moi, lors de ces expéditions, j'ai aussi rencontré, voilà, des super skippers, quelqu'un voilà, qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Suzy, qui en 2018 a fait une course autour du monde. La course autour du monde qu'elle a faite, en fait, c'est le Vendée Globe. Donc le Vendée Globe, voilà, vous savez, ils font le tour du monde sans assistance, sans escale et en solitaire. Et en fait, il y a une ancêtre de cette course qui s'appelle la GGR, et donc Suzy, avec qui, en fait, complètement par hasard, je me suis retrouvée à naviguer avec au Groenland d'ailleurs et au cercle arctique. C'est une fille qui justement a fait cette course, la GGR, où ils naviguent, eux, pour le coup, vraiment, mais sans aide à la navigation, sans instrument. Ils se repèrent aux étoiles, ils tracent leur méridienne avec leur sextant. Enfin, les gars, c'est des gros balèzes, quoi. Et également, donc, pendant que je me suis formée à la voile, j'ai aussi fait une deuxième transat. Et là, pour le coup, j'ai fait la transat d'est en ouest, qui part en fait des Canaries et qui arrive aux Caraïbes. Et qui est la route que je compte faire en solitaire. Et je dis que je compte faire, puisque par maintenant, effectivement, mon île, elle devient un peu réalité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de 5 ans, juste 5 ans, j'ai navigué plus de 11 000 milles nautiques. Et en fait, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'un Paris-Pékin en voiture, donc c'est la ligne bleue, aller et retour. Et pour le coup, avec ces vents porteurs, vraiment, cette île, pour moi, traverser l'Atlantique en solitaire, c'est devenu une option. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, ok Sarah, tu as fait 11 000 milles, bon, ok, top, super, bon, ok, tu as un peu navigué, bon, d'accord, tu n'as jamais navigué toute seule, bah, bon, c'est bien, voilà, cool. Et le truc, c'est que je ne suis pas du tout skipper, hein, moi, je n'ai pas de diplôme de voile, donc jamais on va me prêter un bateau à convoyer pour traverser l'Atlantique en solitaire, vous voyez, ça ne va jamais arriver. Donc je me suis dit, ok, bah, seul moyen de traverser l'Atlantique en solitaire, hein, si vraiment je veux le faire, c'est d'avoir mon bateau. Il me faut un bateau. Bon, il me faut un bateau. On ne va jamais me sponsoriser parce que je ne suis pas une skipper professionnelle. Loin s'en faut. On ne va pas me prêter un bateau parce que je ne vais pas pouvoir être assurée professionnellement. Donc, il faut que j'en achète un. Et là, en fait, lors de ma deuxième transat des Canaries aux Caraïbes, j'ai rencontré, pareil, vous voyez, vraiment, quand vous poussez la porte sur vos rêves, il y a plein de choses de chouettes qui arrivent. J'ai rencontré Steve, qui est propriétaire de son bateau, de son voilier, et qui lui aussi navigue en solitaire. Il m'a donné plein de conseils sur le type de bateau à acheter. Et donc, quand je suis rentrée de cette transat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté mon bateau. Et alors, à ce stade, on peut se dire, Sarah, top, voilà, tu as fait le plus dur, super, tu as ton bateau, tu as déjà fait la route que tu comptes faire, il n'y a plus qu'à. Donc à ce stade, vous, voilà, pensez juste un instant, reprenez juste un instant pour vous replonger vous dans votre rêve et dans votre histoire et d'identifier, voyez, votre île, on a vos freins, on a votre déclic et ces vents porteurs, qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce que vous voyez qui peut justement vous pousser vers votre île. Parce qu'effectivement, sur le chemin vers votre île, quand vous avez vos vents porteurs, il y a quand même des récifs sur la route jusqu'à l'atteinte de l'île et il faut composer avec. Donc moi j'ai mon bateau, mais maintenant, il faut composer avec les récifs. Et le premier récif, souvent, c'est soi-même. Justement, maintenant que c'est possible de réaliser votre rêve, qu'est-ce qui vous retient de le réaliser? Et en général, c'est une période qui remue assez, parce qu'en fait, on a toutes les cartes en main. Et pourtant,
on se met un mais. Oui, j'ai toutes les cartes en main, mais. Et donc là, pour moi, c'est vraiment pas tant se demander, ok, quelles embûches peuvent se mettre sur mon chemin et qu'est-ce que je peux faire pour les éviter. C'est plus se demander, ok, qu'est-ce que je peux faire pour agir et m'approcher de mon île en sachant qu'il y a tous ces récifs sur le chemin qui peut-être vont arriver et peut-être ils vont pas arriver. Donc vous posez-vous la question, quels sont vos récifs internes qui sont en vous? Qu'est-ce qui fait que vous n'y allez pas à votre île? Ça peut être la peur de ne pas y arriver, la peur d'échouer. Et la peur, ben, elle peut être utile, hein, parce que ça permet quand même aussi de se protéger et de mettre en place des plans B. Donc, faut pas l'ignorer, il faut la considérer. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce que ça peut être pour vous? Peut-être pour vous aider, vous pouvez vous demander aussi quel est le risque que vous évitez de courir en renonçant si près du but à votre île. Parce que vous êtes près du but, hein. Vous avez votre île, vous avez levé vos freins, vous avez eu votre déclic, ça y est, elle est possible, vous avez tous les vents porteurs qui vous poussent, mais il manque encore la petite étincelle pour vraiment y aller à fond. Et donc, quel est le risque que vous évitez de courir en renonçant si près du but à votre île? Et si vous courez ce risque, et que le risque, bah, il se produit, quelles conséquences ça a vraiment? Ouais, demandez-vous ça, ouais. Allez, j'y vais, il y a peut-être ça qui peut se passer. Et en fait, c'est quoi la conséquence de ça qui se passe? Alors, vous l'aurez compris, hein, pour ma part, physiquement, moi, mon frein interne, enfin, ouais, mon récif interne, c'est que j'ai le mal de mer. Voilà, hein, j'ai vomi sur toutes les mers où j'ai été, y compris quand j'étais sur mon bateau. Donc voilà, ça ne va pas se passer en un claquement de doigts. Par contre, qu'est-ce que je peux faire pour minimiser ben, le risque d'être malade? Et puis, franchement, je suis au milieu de l'Atlantique, je suis toute seule, je suis sur mon bateau. Finalement, c'est quoi vraiment le problème si j'ai le mal de mer? Je sais que ça dure 24 heures, je l'ai déjà expérimenté. Je sais qu'en général, on veut sauter par-dessus bord et c'est là où c'est un peu grave parce que si je saute par-dessus bord en solitaire, il y a personne qui va venir me repêcher et donc techniquement, je vais me noyer. Mais dans ce cas-là, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'attacher, je peux mettre des lignes de vie, je le sais donc je peux aussi me raisonner, je peux me mettre un papier, dans mon bateau spécial Sarah, si tu es mal de mer, voilà tout ce qu'il faut faire et voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, il y a plein d'options. Donc vous, finalement, quelles sont vos options vis-à-vis de ces récifs? Et surtout vis-à-vis des récifs que vous avez en vous? Et puis bien sûr, il y a aussi, hein, les récifs externes. Concrètement, dans la mise en action, qu'est-ce qui peut venir perturber votre voyage vers votre île? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place une fois que vous avez identifié ces récifs, ces embûches dans votre voyage? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place si vous ne pouvez pas les contourner? Qu'est-ce que vous pouvez faire finalement pour limiter les dégâts? Boum, si vous prenez un récif. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a sûrement plein de choses que vous pouvez faire. Et déjà les identifier, ça va vous permettre ensuite de vous mettre en action. Alors moi, je me suis dit, ouais, en fait, aujourd'hui, pour ma part, hein, un des risques externes que j'ai, c'est une panne d'instrument. Donc en fait, quand vous êtes sur un voilier, quand vous êtes sur un bateau, vous avez plein d'instruments à bord. Vous avez des radars qui vous permettent de dire s'il y a des bateaux autour de vous. Et vous avez aussi ce qu'on appelle un AIS qui permet également, qui fait un peu la même fonction qu'un radar, qui permet de détecter et de vous montrer sur votre ordi les bateaux qu'il y a aux alentours. Le truc, mon frein externe, c'est je me dis, OK, si mon radar et mon AIS tombent en panne, comment je vais faire pour garder un œil sur ce qui se passe autour de mon bateau quand je dors? Ah ouais. En fait, en navigation, vous avez une obligation d'assurer une veille permanente humaine. Même si vous avez tous les meilleurs instruments du monde à bord, même si vous êtes des skippers professionnels, vous avez une obligation d'assurer une veille permanente humaine. On n'a pas encore délégué ça à la techno. La techno nous aide, mais on n'a pas délégué ça à la techno.
Donc, pour éviter, pourquoi une veille humaine pour éviter que, tout simplement que les bateaux se rentrent dedans. Et d'ailleurs, on a entendu, hein, je crois que c'est il y a quelques années, au large de la Corse, vous avez 2 cargos qui sont entrés dedans. Et les gens qui ont été mis en cause, c'est l'équipage. OK, les instruments, ils fonctionnaient ou ils fonctionnaient pas, n'empêche qu'il y aurait dû y avoir quelqu'un qui assurait une veille sur les 2 bateaux et ils auraient dû voir qu'ils avaient la même route et qu'ils allaient se rentrer dedans. Et en fait, en solitaire, les seules personnes qui sont exemptées de cette règle, c'est ceux qui naviguent en solitaire. Tout simplement parce qu'on considère qu'effectivement, à un moment, il faut bien qu'ils dorment. Donc, on navigue en solitaire, on n'est pas obligé d'assurer une veille permanente, il faut assurer une veille quand même humaine, mais c'est OK d'aller dormir à des moments. Voilà. Donc, OK. Mais moi, quand même, mon frein, c'est effectivement de me dire, ouais, comment je gère ce sommeil, quoi. Comment je gère ce sommeil? Alors, vous avez les skippers professionnels, de nombreux skippers hein, qui dorment 20 minutes par tranche de 20 minutes. En fait, si vous dormez pendant 24 heures, 20 minutes, vous dormez 8 heures par jour. Donc, vous avez vos 8 heures de sommeil. Là, c'est un peu un entraînement choc. Hein, donc, voilà. Donc, est-ce que moi, je suis prête aussi à dormir que 20 minutes pour me rassurer? Est-ce que c'est un risque que je prends pas? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, cette étape des récifs, elle est hyper intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle va nous appeler à dépasser les derniers freins qu'on a. Et surtout, elle nous demande d'accepter de vivre à notre hauteur, à la hauteur de soi-même. On a toutes les cartes en main, c'est à nous de jouer, c'est à nous d'aller à notre île. Il n'y a plus personne d'autre qui peut le faire, les gens vous poussent, les gens vous soutiennent, vous avez des choses qui arrivent, qui se passent dans votre environnement, qui vous portent, mais le choix final d'y aller ou pas, c'est vous. Et à l'issue de cette étape, c'est aussi possible finalement que vous changiez un peu votre île. Peut-être il n'y aura pas 2 palmiers, mais 1 palmier sur votre île. Peut-être, ce ne sera pas une île et ce sera une presqu'île. Peut-être pour moi, ça ne sera pas un voyage en solitaire, mais un voyage en solitaire à 2, histoire de dormir tranquille. Et vous savez quoi? C'est OK. C'est OK. Et la dernière étape, enfin, ça y est, vous avez atteint l'île. Alors peut-être que vous en êtes déjà, vous, à cette étape, peut-être que vous êtes en train de faire un voyage, là, ce soir, sur, un rêve que vous avez déjà accompli. Et donc pour vous, la question c'est, qu'est-ce que vous faites de votre voyage une fois que vous êtes à cette île? Comment vous partagez votre histoire pour donner la force aux autres d'essayer d'atteindre leur île et d'atteindre leurs rêves? Comment vous pouvez être pour les autres un vent porteur? Et là, on arrive au bout du voyage. Et si c'est possible, et je ne sais pas, la Camille, je vais me tourner vers toi. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat ou dans les commentaires à quelle étape vous en êtes sur le chemin de votre île? Est-ce que vous en êtes à l'étape 1 où vous définissez votre rêve? Est-ce que vous en êtes à l'étape 2 où vous levez vos freins? Est-ce que vous en êtes à l'étape 3? Ça y est, vous avez votre déclic, vous êtes en train d'embarquer et de larguer les amarres? Ou alors vous êtes en étape 4, ça y est, vous êtes sur, vous avez vos vents porteurs, vous êtes en train de les identifier, vous sentez qu'il y a des choses qui vous portent et que c'est possible d'y aller? Est-ce que vous en êtes à l'étape 5 où vous composez avec les récifs? Ça y est, là, vous vous projetez vraiment, hein, vous êtes prêts presque à y aller, quoi. Ou est-ce qu'en fait, vous êtes à l'étape 6? Vous avez atteint votre île et vous réfléchissez à comment justement vous pouvez devenir un vent porteur pour les autres. Donc voilà, je vous invite à noter dans le chat. Je crois que Aline et Camille sont sur le coup pour nous partager, Oui. partager vos retours. Voilà, et j'espère que vous aviez apprécié le voyage.